En ce moment, il y a une thématique qui est en train d'exploser, on va dire ça comme ça, sur les différents Instagram de relations, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, etc., où on est en train de se rendre compte, en fait, de plus en plus, parce que finalement, il y a une sorte d'éveil de conscience et de se rendre compte des choses, de la différence entre l'amour sain et puis l'amour comble mes besoins, je comblerai les tiens, ou des abus, ou carrément des relations toxiques. En fait, toute cette différence, elle commence à apparaître. Et il y a un mot qui est en train de... Enfin, une thématique qui est en train d'exploser, c'est le mot liméran. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se rendre compte de ce que c'est que la limérance. Et donc, du coup, il y a une sorte d'éveil sur ce côté-là. C'est, du coup, est-ce que, finalement, ce que je serais pas en train de dire de la limérance dans ce que je croyais avant être de l'amour? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en fait, en reprenant donc, le livre de Dorothy Tenove, qui est une psychologue américaine donc, des années 1970, où c'est elle qui a posé le mot limérance, en fait, en étudiant tout un tas de patients qui disaient être amoureux, puis en fait, elle a noté tout un tas de critères où elle s'est dit, non, ça c'est de la limérance. Donc, c'est-à-dire c'est un état neuroaffectif qui est assez particulier, qui, d'une part, est envahissant, mais combine obsession mentale, euphorie, insécurité et idéalisation extrême. Donc forcément, ça peut très vite être confondu avec de l'amour, alors qu'en fait, non, ça n'en est pas. C'est un état, on pourrait dire, pathologique. Alors passons maintenant aux 12 caractéristiques, donc piliers, qui, selon Dorothy Tenove, correspondent à un état donc neuroaffectif de limérance. Le premier des 12 critères qui est un énorme pilier, c'est le fait de se rendre compte qu'on a des pensées intrusives et donc obsessionnelles à l'égard de la personne aimée ou de cette personne spéciale. Et que qui dit pensée intrusive, obsessionnelle, donc mécanique automatique de l'ego mental, dit aussi qu'on va avoir des difficultés à se concentrer sur son business, ou sur son emploi, ou sur sa famille. Bref, l'esprit va être complètement accaparé par cette thématique de cette fameuse personne spéciale. Du coup, on va avoir tout un tas de ruminations mentales, à la fois sur le passé, sur le positif, le négatif, etc., ou alors des projections sur le futur. Alors en plus des pensées intrusives et obsessionnelles, on va avoir une sorte de peur du rejet / abandon, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que la personne qui atteint de l'immérance a une anxiété intense concernant là où les réactions de cette fameuse personne spéciale. Il y a une sorte de peur constante d'être mis de côté, rejeté, mal perçu, abandonné, bref, d'être séparé de l'objet d'amour. Et donc ça va créer une hypervigilance aux signes de désapprobation qu'il pourrait y avoir, c'est-à-dire potentiel, quoi. Mais ça, c'est pile de la pièce de monnaie. S'il y a pile, il y a face. Et face, c'est le critère numéro 3, c'est l'euphorie en cas de réciprocité, qu'elle soit réelle ou perçue. C'est-à-dire que là, la personne qui donc a atteint l'immérance va ressentir un sentiment d'extase, va avoir une élévation de l'humeur, mais genre incroyable, dans le cas où l'affection semble partagée et où qu'elle reçoit de l'attention de la fameuse personne. Ça aussi, ça va créer une interprétation positive à des moindres signes d'intérêt. Et ce critère numéro 3, donc l'euphorie, en cas de réciprocité réelle ou perçue, s'emboîte parfaitement avec le critère numéro 4, c'est-à-dire l'idéalisation de l'autre personne. C'est-à-dire que quand on est atteint de l'immérance, on a une perception de la fameuse personne spéciale comme étant parfaite ou presque parfaite. Mais pour l'idéaliser autant, il faut faire autre chose à côté. Il faut minimiser, j'ai envie de dire, proportionnellement parlant, ou être dans le déni de ses défauts. Ce qui permettra du coup d'attribuer à la personne des qualités exceptionnelles. Ensuite, on arrive au critère numéro 5, et celui-là, c'est un pilier monstrueux qui s'appelle le besoin de réciprocité, qui est d'ailleurs en cheville avec le critère numéro 3, c'est-à-dire euphorie en cas de réciprocité. Le besoin de réciprocité, c'est quoi? C'est que la personne qui est atteinte de l'immérance, il y a déjà en elle un vouloir, un désir, en général hyper, supra, méga intense, que ce qu'elle ressent pour cette fameuse personne spéciale soit partagé de l'autre côté. Et donc, du coup, forcément, ça va avec, il y aura de la souffrance à différents degrés si la réciprocité, elle n'est pas évidente, elle est floue, elle est ambiguë, et ou elle n'est pas là du tout. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de psycho-émotionnel, la personne qui est dans le besoin de réciprocité va être en mode hypervigilance de signes, de preuves, d'indices, de choses qui tendraient à montrer que l'autre aussi ressent la même chose que nous. Parce qu'en fait, c'est un besoin de réassurance, en fait, c'est un besoin d'approbation, un besoin de se sentir aimé, parce qu'au fond du fond, il y a une désapprobation intérieure de soi-même. Il y a une invalidation intérieure de soi-même qui cherche à être masquée, comblée ou guérie par l'invention d'un film ou d'un besoin de réciprocité
Donc on va chercher à vérifier dans la 3D, mais que du coup, si on ne peut pas le vérifier ou trop peu, on va s'inventer des films qui vont venir corroborer cette réciprocité. Et tu vas voir après dans les autres critères, il y a une hypervigilance par rapport à l'interprétation des signes qui, justement, c'est ce que démontre Dorothy Tenov dans les années 70, elle montre en fait que justement, on va se raconter des scénarios qui vont en fait venir combler, venir censés être là, enfin sont censés être là pour venir réparer en fait le problème initial de base qui est l'invalidation de soi-même. Donc ce critère numéro 5, le besoin de réciprocité, il est extrêmement important. Ça veut dire, en mode plus simple, ça veut dire j'ai en moi une invalidation de moi-même, je ne me reconnais pas moi-même, je ne me considère pas suffisamment moi-même, j'ai besoin qu'une autre personne reconnaisse ma valeur pour que je puisse me reconnaître. Donc forcément, j'ai besoin d'une personne qui me reconnaisse. Et plus moi j'ai un désir vers cette personne, plus je veux qu'il y ait un désir opposé, c'est-à-dire de la personne vers moi, qui soit égal, pour que ça vienne matcher finalement mon élévation. Mais quand on fait un travail de libération des schémas de pensée, désactivation des traumas, etc., on va aller chercher ce manque d'approbation, ce ressenti d'invalidation personnelle pour aller lui permettre de se dissoudre. Et comme par hasard, forcément, qu'est-ce qui se passe ? On n'est plus dans un besoin de réciprocité. Par contre, on apprécie quand il y a de la réciprocité. Mais si jamais, parce que ça peut arriver, un jour on rencontre une personne, on va dire on est en complétude, on rencontre une personne, tiens on rencontre Pierre, on le trouve beau, sympa, mignon et tout, on s'entend bien avec, du coup on aimerait bien aller plus loin, puis on se rend compte que pour Pierre c'est pas réciproque, c'est pas grave. On se dit dommage, ça aurait pu être un bon candidat, mais ça l'est pas. Et c'est vraiment aussi léger que ça en fait. C'est dommage, j'ai voulu m'acheter un pain au chocolat, la boulangerie est fermée, ok, c'est pas grave. Alors qu'avant, quand on est sous l'inhérence, il n'y a pas de c'est pas grave, ça n'existe pas le c'est pas grave. C'est une tempête infernale. C'est un truc qui s'appelle la nuit noire de l'âme, ça te parle ou pas ? Voilà. Alors là, tu vas me dire, mais non, la nuit noire de l'âme, le parcours familial, c'est pas pareil. T'es vraiment sûr que c'est pas pareil ? T'as pas comme l'impression que ta nuit noire de l'âme, t'as vu, elle est pas arrivée dans la lune de miel. Elle est arrivée quand il y a eu des problèmes, des dysfonctionnements en termes de réciprocité. Quand d'un coup, la dynamique qui était jusque-là, a priori, fluide et réciproque, qui semblait correspondre à ce que tu voulais, donc ce que tu imagines en termes de dynamique, de va-et-vient, c'est-à-dire de réciprocité, de je t'envoie la balle, tu me la renvoies, etc. D'un coup, clac, s'arrête. Le robinet d'eau est fermé. On part en lumière de l'âme. Comme par hasard, dès qu'on commence à regarder tous les critères à ce moment-là, il n'y a plus de réciprocité. Et donc, forcément, il va y avoir derrière tous les processus qu'on va retrouver dans la nuit de l'âme, etc. D'ailleurs, ça nous amène à ça, nuit de l'âme, besoin de réciprocité, etc., au critère numéro 6, donc de Dorothy Tenov, qui nous parle de symptômes physiques. Alors là, pour les symptômes physiques, ça ne veut pas dire que quand on est dans la limérance, on les ressent tous. Forcément, on peut ressentir que quelques-uns à plusieurs reprises et à différents degrés d'intensité, mais là, je vais donner ceux qu'elle a donnés. Alors, on peut retrouver des palpitations cardiaques, donc accélération du rythme cardiaque en présence de la dite personne, donc la personne spéciale, et ou simplement en pensant à la personne spéciale. Ensuite, on va se rendre compte de rougissement, donc sensation de chaleur au visage, particulièrement lors de contacts visuels ou physiques. On peut avoir aussi des tremblements, des sensations de vertige ou de flottement. Alors, soit c'est un peu de la déréalisation euphorique, soit c'est un peu comparé à un état d'ivresse léger. Ou alors, on va se retrouver avec des pertes d'appétit. Alors ça, c'est à la noter que c'était très fréquent, surtout quand l'obsession est à son pic. Ensuite, il va y avoir des insomnies, donc du coup, difficulté à s'endormir, et ou réveil nocturne assez fréquent, et comme par hasard, soit on a rêvé de la personne, soit quand on se réveille, on pense tout de suite à la personne. On peut avoir aussi des spasmes musculaires ou tensions, donc tension dans le corps, en particulier en cas d'incertitude ou de rejet perçu, ou de zone morte où on n'a pas de nouvelles particulières. Il peut y avoir aussi une hypervigilance sensorielle, c'est-à-dire que le corps est en état de réceptivité accrue, c'est-à-dire en gros système de survie, donc hypervigilance. Le moindre stimuli lié à la personne en question provoque une réaction forte. Et ensuite, on peut trouver trac ou nausée. Alors, certaines personnes, elles rapportent qu'en étant proche de la personne en question, du coup, il y a une sorte de trac intense, voire de maux d'estomac avant une rencontre ou une interaction. Critère numéro 7, Dorothy Tenov parle de comportement compulsif de la personne donc atteinte de limérance, c'est-à-dire qu'elle va rechercher des informations sur la personne, elle va être dans des tentatives répétées de contact, et il y aura donc une analyse obsessionnelle de chaque interaction, et on se demandera bien pourquoi. Peut-être parce que la personne, elle veut s'assurer
soit de ne pas être rejeté, et donc du coup de réciprocité. Ensuite, on a le critère numéro 8 qui lui aussi est un autre énorme pilier qui s'appelle l'exclusivité. C'est-à-dire qu'on remarque qu'une personne atteinte de l'immérence est dans l'impossibilité de ressentir des sentiments pour plusieurs personnes à la fois, et encore moins ce type de ressenti pour d'autres personnes, et ce simultanément. C'est-à-dire qu'il y a une focalisation totale sur une seule et même personne. Et ça, j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos Flammes Jumelles et dans plein d'articles. C'est-à-dire que je dis, à un moment donné, le chaser de Flammes Jumelles, il y a un chemin de gauche, c'est-à-dire le runner, la réunion, etc. Il ne voit que ça, il n'y a que ça qui compte. C'est en gros, c'est le runner ou rien. Enfin, c'est rien en attendant que le runner revienne, bien évidemment. On s'est bien compris. Et je leur dis, mais attends, mais il y a une porte à droite, à l'opposé. La porte des 2 milliards de personnes. Où là, c'est open bar. Hein. C'est un buffet chinois à volonté. Tu peux prendre ce que tu veux, t'as juste à y aller. Et là, ils disent, ouais, non, en fait, je suis pas motivé, ça m'intéresse pas. Ou alors, j'ai déjà testé, mais ouais, ça donne rien. C'est fade, quoi, c'est insipide. Et donc, on se retrouve encore une fois avec le même genre de critère, c'est-à-dire l'exclusivité, c'est-à-dire que je suis complètement accaparé, sentimentalement parlant, par une seule personne et je ne vois qu'une seule personne, il n'y a qu'une seule possibilité, ça va être le runner, la personne spéciale, peu importe après le mot qu'on met derrière, c'est le principe. Et ensuite, on a le critère numéro 9, qui est le plus grand de tous les critères, de tous les piliers de la limérance, qui s'appelle le sentiment temporaire de complétude. Et là, Dorothy Denov le dit très bien dans son bouquin, elle dit « Quand une personne est atteinte donc de l'immérance, et qu'elle est en présence de cette fameuse personne spéciale, et encore plus quand du coup il y a des signes de réciprocité, d'attention, de communication et ou d'affection, qu'il soit petit ou grandement présent, la personne atteinte de l'immérance peut éprouver un sentiment de complétude, de cohérence intérieure et de bien-être profond vraiment intense. Ça crève les plafonds, quoi. Et du coup, Denov, elle explique ça. En fait, elle dit, c'est normal parce que c'est un peu pile et face de la même pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, la personne sous l'immérance est en dépendance aiguë, mais quand on est en présence, donc il y a du mal-être, de l'attente, de l'anxiété, etc. Mais quand on est en présence de cette personne, du coup, on a l'effet opposé. On est en enfer et puis d'un coup, on passe au paradis. Mais du coup, elle explique aussi que cette paix, elle est instable parce qu'elle est conditionnée par l'autre, sa présence, et donc aussi son comportement. Parce que sentiment de paix, et ce sentiment de complétude, il ne peut être que là, que si ça se passe bien avec cette personne-là. Eh oui. Et donc, du coup, elle parle de dépendance affective masquée, c'est-à-dire, elle dit, ce sentiment de complétude, bien que vécu comme un état d'union intérieure hyper intense, est en fait l'expression d'une dépendance émotionnelle aiguë, qui ne provient pas, du coup, d'un alignement intérieur autonome, mais d'une régulation externe par la réponse, ou le silence de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre part dans le silence, etc., là, on part, entre guillemets, en humeur de l'âme. Si l'autre personne communique avec nous et que ça se passe bien, d'un coup, on est propulsé au paradis. Donc pour Denov, elle dit, ça distingue clairement la limérance d'un amour mature ou intégré. Alors là, on en est au 9e critère. Et si on en revient donc au récit Flammes Jumelles, on va se rendre compte, en tout cas, moi, ce que je vois depuis 5 ans au travers des différents coachings FJ, c'est que les 9 critères, les chasers cochent les cases. Et, j'irai même plus loin, le critère numéro 9, donc le sentiment temporaire de complétude, c'est le socle même de tout le récit Flammes Jumelles. C'est-à-dire qu'on va te dire, t'es le chaser, l'âme éveillée au lien en premier. Pourquoi ? Parce que quand tu as rencontré cette personne-là, donc ce stimuli extérieur-là, c'est déclenché en toi ce que tu appelles le sentiment d'évidence, le je le connais depuis je ne sais pas combien de temps, tout en sachant que c'est la première fois que je le vois, l'autre c'est mon autre, etc. En fait, quand toi tu as vécu ça, tu te rends compte d'un programme de l'ego mental qui vient de se déclencher, sauf que sur le moment on ne le comprend pas comme ça et on ne le perçoit pas comme ça, et on n'a pas envie de le voir comme ça pendant très longtemps, à peu près 45 réincarnations, parce que d'un coup ça fait tomber le rêve. Et comme on le voit dans les 9 critères, on a besoin d'idéaliser la personne, la romance, l'image qu'on se fait de cette rencontre. Dire « Ah j'ai un programme en moi qui vient de se réveiller et qui me fait voir des pommes pour des poires ou qui me fait prendre des pommes pour des poires », ça désidéalise tout de suite. C'est pour ça que notamment, combien de gens m'ont dit, mais depuis 5 ans, m'ont dit « Bon, moi je connais ta chaîne YouTube depuis 1 an, 2 ans, au début je pouvais pas te blairer, mais bon, maintenant je suis avec toi en coaching. » Et quand je leur dis à chaque fois la même chose, je dis « Mais qu'est-ce que tu fous là aujourd'hui ?» Oui, en fait, je me suis rendu compte que, avec le temps, il se passe ce que tu as dit qu'il se passerait, tu vois. Voilà, et c'est normal parce que le discours au début, c'est pas ce qu'on veut entendre. Si t'es à fond dans l'idéalisation, alors attention,
C'est pas que si tu es à fond dans l'idéalisation, c'est si tu es à fond sous contrôle et sous emprise de ton programme Limérance qui contient l'idéalisation, le film que tu vis, ce que ça te fait entrevoir, ça te fait rêver. Ça va dans le sens de ce que tu veux croire. C'est comme si tu étais en train de surfer sur la vague dans le bon sens. Mais je dis bien c'est comme si. Parce que dans la réalité des faits, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu comme si d'un coup, demain on te mettait des lunettes roses, donc du coup tu vois tout avec une teinte rosée. Mais est-ce que les vraies couleurs sont vraiment toutes teintées de rose ou pas? Il y a qu'en enlevant les lunettes, que tu vas le voir. La Limérance, c'est exactement ça. En fait, on pourrait dire, le programme Limérance, c'est comme ce qu'ils ont inventé, là, tu sais, Facebook, etc., depuis quelques années. Les fameuses lunettes virtuelles, tu te mets des grosses lunettes devant tes yeux et puis tu vis un jeu vidéo, mais virtuel en 3D, quoi. On pourrait dire que c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis tout le temps dans les vidéos, les faits, rien que les faits, uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai. Pourquoi? Parce que dans le besoin de réciprocité. Avoir, comme je disais tout à l'heure, un besoin de réciprocité. Si j'ai besoin de m'assurer que c'est réciproque du côté de l'autre, c'est parce que j'ai un énorme doute que ça le soit. Si j'ai un énorme doute que ça le soit, c'est peut-être parce que, même si j'ai beau minimiser les aspects négatifs, mettre des choses sous le tapis, etc., j'ai vu, je sais. Donc c'est de l'information qui rentre. Mais de l'information qu'on n'a pas envie de traiter. Donc on a besoin de surjouer, mais alors c'est pas nous qui le faisons, ça se fait par automatisme de l'ego mental. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de données qu'il va falloir foutre sous le tapis, mais derrière il va falloir compenser par ça. Quand tu es dans une relation saine, avec la sécurité que la personne t'aime, t'as pas de besoin de réciprocité. Parce que c'est réciproque. Tu vois, c'est comme quand tu es malade, tu penses à fond à la santé. Quand tu es en santé, tu penses pas à fond à la santé. Parce que tu es dans la santé. Tu te sens bien. Tu vois, et c'est exactement ça, en fait. Les besoins d'approbation, les besoins de sécurité, les besoins de réciprocité, c'est en fait, ça veut dire, je manque de réciprocité. Je ressens un sentiment de non-réciprocité qui ne me plaît pas, donc j'ai besoin de réciprocité. Mais ça veut dire que ce que je vis dans l'instant, c'est un manque de réciprocité, un manque d'approbation, un manque de sécurité. Ça, dans le travail sur soi et dans la libération émotionnelle, c'est ces manques-là qu'on veut aller déloger, dissoudre, désactiver, désinstaller. Après, on peut appeler ça comme on veut, parce qu'une fois que ce parfum de manque n'est plus là, tu sens automatiquement l'opposé. Et c'est pour ça, et j'en reviens toujours à cette citation de Bouddha qui dit « Le but de la méditation est de se détacher du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous. » Parce qu'il y a la conscience d'un côté et les pensées mécaniques automatiques de l'ego mental. Et ces pensées, elles ont de l'emprise sur nous parce que nous, on y donne du crédit. Et c'est pour ça que je dis sur mon blog, dans je ne sais plus combien de vidéos, je dis plus une pensée ou une émotion est forte, plus tu vas avoir tendance à croire que le message qui vient avec est vrai et où va t'arriver. Plus ton sentiment d'évidence, il est éclatant, il arrive fort, il est d'une taille immense, d'un ressenti immense, plus tu vas être certain que l'autre c'est ton autre. Plus ta peur d'aborder cette personne dans la rue arrive très forte en toi, plus tu es sûr que le résultat qui t'est proposé, c'est-à-dire que la personne va te dire non, tout le monde va se foutre de ta gueule et ainsi de suite, plus tu es sûr que c'est vrai que ça va arriver. Et moins tu iras voir la personne. Du coup, moins tu es dans ton pouvoir. Moins tu rentres en capacité d'accomplir ton flux initial qui disait oh, « cette personne-là, elle est sympa, j'ai envie de rentrer en contact avec ». Parce que tu as fait confiance à la peur. Pourquoi? Parce que la peur est arrivée très forte en toi. Si la même peur est arrivée à 0,2 sur 10, à la limite, tu la regardes même pas, la peur, tu l'entends même pas. Tu vas voir la personne, tu fais ce que tu as à faire, et puis ça donne le résultat que ça donne. Et en fait, tout le game de l'être humain, c'est juste ça. Hein. Et ça, ce que je viens de te raconter là avec deux exemples assez simples, l'un l'évidence de flamme jumelle, l'autre avec la peur dans la rue, c'est le principe d'identification à la pensée à l'émotion d'Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent. C'est-à-dire que nous, on prend pour argent comptant ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, alors que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, c'est d'abord et avant tout les pensées, les réactions, l'opinion, tu l'appelles comme tu veux, de ton mental ego en fonction d'un stimuli extérieur. Et ce que je viens d'expliquer là nous amène au critère numéro 10 de la limérance, c'est-à-dire une hypervigilance et une surinterprétation des signaux. Et donc, Tenov, elle a remarqué que les personnes donc, sous limérance étaient dans un état d'alerte constant vis-à-vis des signaux envoyés ou supposés envoyés par la fameuse personne. Donc du coup, elle prête une attention
démesurée à la moindre interaction, alors gestes, regards, paroles, mots, absence, silence. Alors là, en l'occurrence, online sur WhatsApp ou pas, ou des stories partagées, etc. Bref. Et Tenov, elle explique que un regard neutre, bah, il va tout de suite être perçu comme un regard intense, ou une preuve d'amour contenu, ou un mot aimable bah, devient une déclaration indirecte. Et puis la personne sous l'ignorance va dire bah oui, mais en fait, bah, elle dit pas tout, tu vois, mais c'est évident, quoi, tu vois. Bref, une coïncidence anodine est interprétée comme un signe du destin, ou un alignement invisible. Donc là, signe du destin, alignement invisible, c'était dans les années 70. Ça, c'est pas... On avait déjà ce genre de terme à l'époque. Donc, Tenov, ce qu'elle montre, c'est que bah, cette vigilance, elle n'est pas rationnelle, elle est gouvernée par un mélange d'espoir et d'obsession. Et donc, finalement, bah, ce phénomène d'hypervigilance et de surinterprétation des signaux, bah, ça entretient l'état limérant, parce qu'il alimente sans cesse le besoin de confirmation. Et c'est là où on est sous contrôle et sous emprise de l'ego mental, parce que dès le départ, l'ego mental nous fait voir cette personne-là comme étant le bon choix, la bonne personne, la personne spéciale, l'âme sœur, la flamme jumelle ou ce que tu veux. Donc derrière, lui, il rentre en hypervigilance parce qu'il veut être en contact avec, il veut pas perdre cette personne, puisque pour l'ego mental, pour tout un tas de flopées de raisons, c'est la bonne personne. Mais en même temps, on n'est pas vraiment avec. Donc du coup, tout va être sujet à une hypervigilance, et donc du coup, l'ego mental, dès qu'il va avoir des choses, etc., ou dès qu'il est en système d'alerte, il peut créer notamment, contribuer à créer l'effet énergétique, bref, et tout va être interprété par ses volontés à lui, c'est-à-dire par sa propre vision. Mais comme sa vision va dans le sens de ce que nous on veut, c'est-à-dire de trouver cette fameuse personne où on pense déjà être en présence, en tout cas de l'avoir trouvée, nous, on ne va pas contrecarrer cette interprétation. En tout cas, pendant un certain temps. Et ça, bien évidemment, ça va dépendre de chacun. Et c'est ce que j'appelle sur le blog et dans d'autres vidéos, bah, quand le chaser en a marre d'en avoir marre, c'est là qu'il commence à envisager d'autres options, d'autres portes qui ont toujours été là, mais qu'avant, bah, il n'avait pas spécialement envie d'ouvrir. Ensuite, Tenov, elle parle de surinterprétation et biais cognitifs. Donc là, elle explique que la personne donc, sous l'imérence se contente pas d'observer, elle interprète tout selon forcément un filtre émotionnel qui est biaisé en fait. Donc il y aura les biais de confirmation, c'est-à-dire que la personne elle ne fait pas que de retenir les faits positifs ou les signes positifs, elle va les interpréter dans le sens notamment de la réciprocité. Et oui, parce qu'elle est dans le besoin de réciprocité, donc elle a besoin elle-même de se faire croire à elle-même que c'est réciproque de l'autre côté. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle a besoin de se faire croire à elle-même, ou de croire qu'il y a de la réciprocité, parce qu'elle se dit pas, tiens, je vais m'amuser à me faire croire à moi-même qu'il y a de la réciprocité, elle a envie de croire, en interprétant les signes ou les différents faits comme étant de la réciprocité, c'est parce qu'en fait, elle en manque cruellement. Ensuite, il y aura une minimisation des signes négatifs. Donc, par exemple, la personne sous l'imérence, si elle reçoit un refus de la personne spéciale, elle dira des choses comme « oui, mais en fait, elle a juste peur de ses propres sentiments ». Et puis, il y a quelque chose qui est hyper important que Tenov nomme la connexion imaginative. Elle explique que tout événement extérieur peut être rattaché émotionnellement à la personne spéciale. Par exemple, la personne sous l'imérence va dire « ah bah il pleut aujourd'hui comme le premier jour où on s'est rencontrés ». Et Tenov insiste sur le fait que ça c'est des biais involontaires, donc mécaniques et automatiques, provenant de l'ego mental, et ils naissent du désir de maintenir une illusion d'un lien profond. Et ça, c'est super important parce que la question, c'est pourquoi on veut maintenir l'illusion d'un lien profond. Ça, c'est quoi le manque ou les différents manques qui sont les fuels motivationnels de l'illusion d'un lien profond. Et c'est sur ça qu'il faut y travailler, parce que dès qu'on commence à travailler sur ça, tout s'effiloche, tout commence à s'en aller. Et puis, dans cette partie d'hypervigilance, on va avoir une sous-partie qui s'appelle la rationalisation auto-renforçante. Donc, par exemple, face à l'ambiguïté de la fameuse personne spéciale ou au rejet de la personne spéciale, eh bien, la personne sous l'imérence construit des explications donc, internes pour ne pas perdre espoir. En fait, elle se construit des scénarios pour continuer d'avoir raison. C'est pour ça que je dis que le chaser, il a toujours raison, même quand il a tort. Il ne peut pas s'imaginer qu'il ait pu se tromper cette relation. C'est une phrase qui sort mais tellement de fois de la bouche des chasers que je la compte même plus. Donc du coup, la personne sous l'imérence se crée ainsi un récit où l'objet de la limérance, c'est-à-dire que la personne spéciale, est toujours perçue comme aimant, mais elle peut pas. Tu vois, ou alors elle est maladroite,
ou alors elle est en lutte avec ses émotions. Et donc on va retrouver des exemples du style « il agit de façon distante parce qu'il est intimidé par la puissance de notre lien ». Ou alors on va avoir « elle ne veut pas me montrer qu'elle m'aime car elle a peur de souffrir ». Ou encore si il ou elle m'évite, c'est une forme de défense, c'est pas un rejet. Et en fait on se rend compte que ces récits ils protègent la personne sous l'immérence de la douleur d'un désintérêt partiel ou total. En fait, quand la personne fait ça, elle est juste en train de se protéger elle-même de la cruelle, on va dire, réalité qui fait qu'on a tiqué sur quelqu'un, mais ça ne se passe pas comme ce que nous raconte notre film mental, comme ce que nous promet notre film mental. Le problème, c'est qu'en faisant tout ça, en fait, on est soi-même en train d'alimenter le moulin de notre propre illusion, qui devient un attachement toxique et qui finalement nous maintient nous-mêmes dans notre propre prison, tout simplement. Donc on va retrouver ensuite, et du coup cela nous amène au critère numéro 11 qui s'appelle rationalisation et justification, c'est-à-dire que la personne sous l'immérence va justifier son obsession. Elle dira des choses comme c'est du vrai amour, c'est pas une simple attirance. Ou alors elle va dire cette intensité est la preuve que c'est spécial. Personne ne peut comprendre ce que je ressens. Ça, on l'entend beaucoup dans le parcours Flamme Jumelle. D'ailleurs, une des pierres angulaires du récit Flamme Jumelle, c'est d'expliquer que c'est tellement intense que c'est bien la preuve par 9 que l'autre, c'est bien ton autre, que tu es bien dans un parcours divin. Alors que ça, c'est la version, on va dire, biais cognitif de confirmation pour continuer de croire ce que l'on veut croire, alors que ce qu'on remarque dès qu'on commence à faire de la libération émotionnelle, de la désactivation des traumas ou de la guérison des traumas, c'est qu'en fait, plus c'est intense et plus c'est fort, plus c'est la preuve par 9 que tu es sous contrôle et sous emprise d'un ou de plusieurs programmes de ton ego mental. Tout simplement. Parce qu'en faisant ces exercices de libération émotionnelle ou de désactivation des traumas, tu vas te rendre compte que tout ça, ça commence à s'effilocher jusqu'à disparaître. Et là, tu as enlevé tes lunettes roses et là, tu vois vraiment ce qui est. Donc, tu as le contraste, tu as un avant-après et tu es capable d'apprécier, on va dire, pile et face, alors qu'avant, tu étais que dans pile et ne tu voyais que pile. Ensuite, il va y avoir rationalisation des comportements. Donc, justification des conduites de surveillance ou de chaser attitude, minimisation du caractère intrusif de certains actes, donc ça va dépendre du cas par cas, légitimation de la souffrance comme preuve d'amour. Je ne veux même pas m'étendre sur le sujet, tout le parcours Flamme Jumelle, il est basé sur ça. Ensuite, il va y avoir de l'auto-persuasion, c'est-à-dire création de narratifs pour maintenir l'espoir, réinterprétation des échecs comme des tests, alors ça va être des tests de l'autre personne ou des tests de l'univers, etc. Et transformation des différents obstacles en défis romantiques. Et dans cette section-là, il y a un point qui est extrêmement important qui s'appelle les mécanismes de déni face aux signaux négatifs. Et Thénov, elle raconte ça, elle dit, il y a un déni direct. Elle dit, donc dans le livre Love and Limerence, donc de Dorothy Thénov, elle dit que les personnes donc sous limmérence ignorent volontairement ou inconsciemment, ça va dépendre des cas, les signes de rejet. C'est-à-dire que la personne, elle continue d'espérer malgré des refus donc explicites, en retenant uniquement les éléments ambigus ou positifs. Parce que quand c'est ambigu, du coup, tu peux l'interpréter comme tu veux, dans le sens que ça t'arrange, et quand c'est positif, là c'est positif, donc du coup ça t'arrange. Donc elle dit, ce déni direct, il repose sur une invalidation active de la réalité émotionnelle de l'autre, surtout si elle est douloureuse à admettre. Ensuite, elle va expliquer que dans ces mécanismes de déni, il y a une réinterprétation cognitive des signaux négatifs. Elle dit, la personne sous limmérence donne de nombreux exemples de rationalisation, notamment, par exemple, oui, la personne est distante, mais parce qu'en fait, elle a peur de ce qu'elle ressent, ou alors, si elle agit comme ça, c'est parce qu'en fait, elle m'aime, mais tu vois, elle sait pas trop comment gérer, la puissance de notre lien, etc. Et elle dit, en fait, ces réinterprétations permettent à la personne sous limmérance de maintenir une cohérence intérieure, en fait. C'est une manière de continuer de s'auto-créer une stabilité intérieure, de cohérence intérieure, en fait, de nourrir son propre système de croyance. Et donc, du coup, en faisant ça, l'amour existerait, mais l'autre le nierait à lui-même. C'est-à-dire c'est l'autre qui n'est pas éveillé au lien, tu comprends ? C'est l'autre qui ne sait pas, c'est l'autre qui est dans le déni. Alors qu'en fait, non, on est en train de projeter sur l'autre ce que nous-mêmes, on est en train de faire. Après, elle parle aussi de déni temporel, où elle dit, Thénov, elle souligne que l'attente d'un retournement futur ou d'un retour futur est extrêmement fréquente chez les personnes sous limmérence, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans
Oui, bon, là, maintenant, il peut pas parce que X, Y, mais il va revenir. C'est bientôt le moment où il va se passer ci, se passer ça, qui fait que, du coup, prochainement, la personne va se rendre compte, va s'éveiller. Enfin, nous, c'est les termes qu'on utilise maintenant, mais en gros, elle va revenir, quoi. Et elle dit, la croyance que le bon moment reviendra, ou encore que elle finira par voir que je suis la bonne personne pour elle, elle dit, c'est un mécanisme extrêmement courant chez les personnes sous limérances. Donc elle dit qu'en fait, ce phénomène se traduit par une narration différée, où la souffrance actuelle, présente, est justifiée par un possible bonheur futur, alias la fameuse réunion. Et on arrive au 12e et dernier critère qui s'appelle la cristallisation émotionnelle et résistance donc au réel. Donc elle dit qu'il y a une transformation perceptuelle. La personne donc sous limérances commence à voir l'objet d'amour, donc la fameuse personne spéciale, au travers d'un filtre qui amplifie donc les qualités positives. Les défauts sont soit ignorés, soit interprétés comme des qualités charmantes. Même les traits neutres, ils deviennent extraordinaires. Et ensuite, elle dit, il y a une cristallisation émotionnelle. Donc ça, elle reprend en fait le concept de cristallisation de Stendhal, où elle dit chaque interaction, donc avec la fameuse personne, cristallise, c'est-à-dire que ça vient se cimenter, donc ça vient cimenter l'image idéalisée en fait. Ça vient vraiment sculpter ça en soi. Donc du coup, la personne accumule des, entre guillemets, preuves de la perfection de l'autre. Chaque souvenir positif est amplifié et embelli rétrospectivement. Et ça, c'est super intéressant parce que, notamment dans le parcours flamme jumelle, comme déjà les interactions positives avec l'autre, en général, au bout d'un moment, sont très rares. Du coup, quand il y en aura, ça va tout de suite se forger en fait en nous. Mécanisme cognitif, elle dit il y a une attention sélective. Le focus est uniquement sur les aspects positifs. Ensuite, elle va dire il y a des biais de confirmation, donc ça on l'a déjà vu. Recherche active d'informations qui confirment l'idéalisation, que c'est la bonne personne, etc. Le tarot, c'est que de ça tout le temps. Distorsion mnésique. Là, elle explique que les souvenirs sont embellis avec le temps. Ensuite, il y a une autre sous-partie qui s'appelle le vécu subjectif, où elle dit il y a un sentiment chez la personne donc atteinte de limérances que cette fameuse personne spéciale est unique au monde. C'est la personne. Tu vois, l'autre moitié de mon âme. Il n'y en a pas 50 des moitiés de mon âme, il n'y en a qu'une seule. Conviction que personne d'autre ne pourrait la remplacer. C'est d'ailleurs pour ça que la porte des 2 milliards, peu de Chaser vont la franchir. Il y a aussi une impression d'avoir trouvé l'âme sœur ou la personne parfaite. Maintenant, on dit flamme jumelle. Bref. Puis ensuite, il y a une autre sous-partie qui s'appelle la résistance donc au réel, où elle dit, même face à des preuves contraires, l'idéalisation persiste. C'est-à-dire qu'il y a une rationalisation des comportements problématiques de la personne visée, et il y a un déni des incompatibilités évidentes. Et Tenov, elle souligne que cette idéalisation, elle n'est pas consciente et volontaire. En fait, c'est un processus mécanique automatique qui échappe largement au contrôle de la personne limérante. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le départ. Je dis tout le temps, ce sont des réactions mécaniques et automatiques de l'ego mental qui font que tu es sous contrôle et sous emprise, donc de ces réactions mécaniques. Il veut te faire voir à gauche, tu regarderas à gauche. Et ça, on s'en rend compte en tant que chaser quand on est arrivé au point où on dit « Putain, j'en ai marre d'en avoir marre, c'est bon, tout ce truc-là, ça m'a gavé. Allez, maintenant, je vais me casser. » Donc là, on n'est plus en train de surfer dans le sens de la vague, on dit « Je veux prendre mon surf et aller ailleurs. » Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à aller ailleurs. C'est là qu'on se rend compte qu'on dit « Ah ouais, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui cloche. » Et c'est justement à ce moment-là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on se met à ouvrir des portes qui ont toujours été là, mais qu'avant, on ne voulait pas ouvrir ou qu'on n'avait pas vu parce qu'on était braqué sur autre chose. Et ce qui est hyper intéressant, et je terminerai la vidéo sur ça, c'est qu'en fait, avec tous ces biais de confirmation et toute cette attitude, finalement, la personne sous limérances alimente sa propre prison et son propre enfermement en étant persuadé qu'il est sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'il se fie à l'intensité de la pensée ou de l'émotion, de ce qu'il vit intérieurement. Et je rappellerai que le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle explique que si ce n'est pas le problème numéro 1 de l'être humain, c'est un des gros piliers en tant que problème de l'être humain, c'est le fait de s'identifier à la pensée ou l'émotion, c'est-à-dire de prendre pour argent comptant, de se croire à la pensée ou l'émotion, qui fait que du coup, ça nous amène dans certaines directions, alors qu'en fait, si on était désidentifié à l'émotion et à la pensée, on n'irait peut-être pas, par choix conscient, dans cette direction-là, parce qu'on se rendrait compte que c'est pas du tout là où on a envie d'aller. Du coup, je t'invite
allez sur mon blog, donc tu verras à la fin de chacun des articles, j'ai mis un quiz donc à disposition, ça va te prendre 3 à 5 minutes pour le remplir. Donc tu vas avoir 29 questions, quelque chose comme ça, qui vont te poser des questions par rapport aux critères de la limérance. À toi d'être honnête par rapport à toi-même, de remplir ce questionnaire, ou c'est plutôt ce quiz. Et à la fin, tu auras un résultat, ça te dira si tu as de la limérance ou pas. Si oui, est-ce que tu es dans de la limérance légère, modérée ou sévère. Et puis, en fonction de ton résultat, si tu es à l'étape où tu as envie de te détacher de cette limérance, de désactiver l'obsession, les pensées persistantes, etc., eh bien, je t'invite à aller dans la partie accompagnement et de réserver une séance sortir de la limérance pour qu'on puisse démarrer un travail de désactivation des programmes de l'ego mental, parce qu'ils sont malheureusement nombreux, pour qu'on puisse après derrière sortir petit à petit donc de cet état de limérance et commencer à récupérer un état de calme, de bien-être et surtout y voir plus clair.